Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir faire une vidéo, il faut qu'on ait une timeline dans une reel. Et cette timeline, ça s'appelle dans une reel un séquenceur. Ok. Donc, dans notre content, on va faire clic droit et on peut ajouter directement un séquenceur via ici dans cinématique. Et ça s'appelle level séquence. Ok. On l'ajoute et puis là, on peut l'appeler simplement render ou turnaround ou les deux. Voilà, render turnaround. Et là, quand je clique deux fois dessus, vous voyez que maintenant, ça m'a ajouté une nouvelle fenêtre à toutes les 36 fenêtres que j'avais déjà. Et cette fenêtre-là, bah, ça va être la timeline dans laquelle je vais pouvoir organiser toute la petite vidéo que j'ai envie de sortir du programme. D'accord? Pour le moment, il n'y a rien dans cette timeline. Vous le voyez sur la gauche, c'est vide. Pour ajouter au moins la caméra, pour commencer, je peux faire track et aller chercher Actor to Sequencer. Donc Actor, c'est tous les objets que j'ai là. Dans une reel, ils ont choisi d'appeler ça des acteurs. Ok. Et là, je vais ajouter la caméra pour commencer. Ok. Cam 1. Voilà. Et là, j'ai la cam 1 qui est dans mon séquenceur. Si je fais play, il ne se passe rien parce que j'ai rien demandé qui se passe. Ok. Et là, boum, c'est fini quand c'est à la fin. Si on veut faire louper ça, on va cliquer ici sur la petite flèche. Et maintenant, à chaque fois que je ferai play, ça va louper ma séquence. D'accord? Alors, vu que c'est une timeline, donc une ligne du temps, eh bien, quand je suis au début de ma timeline, je suis à 0. Quand je suis à la fin, je suis à la fin du temps que j'ai choisi de faire. Dans ce cas-ci, c'est 150 frames. Pour animer un objet, comme la caméra, je vais cliquer sur l'objet et voyez que en dessous, j'ai accès à tous ces paramètres. Ok. Donc la transformation, même la mise au point, la grandeur de son objectif, etc. Je peux tout changer en temps réel. Ok. C'est une spécificité de la timeline dans une reel. Puisque une reel, c'est quand même super complexe, vous allez pouvoir mettre n'importe quel asset dans cette timeline et l'animer. Ok. Vous allez voir qu'on va faire pareil avec le crâne, puisqu'on veut qu'il tourne sur lui-même. Donc là, ma caméra, par exemple, si j'ai envie de l'animer sur sa position, vous voyez que dans location, je vais avoir un petit plus. Rotation, j'aurai un petit plus. Dans scale, j'aurai un petit plus. Et dans transform en général, j'ai un petit plus. Pour commencer, j'aime bien l'endroit où je suis avec. Donc je vais mettre un petit plus euh, dans l'onglet Général Transform de ma caméra. Comme ça, je mets une clé en fait sur la position de ma caméra à cet endroit-là. Ok. Quand j'avance jusqu'à la moitié de mon render, à cet endroit-ci, je vais pouvoir par exemple un petit peu zoomer avec ma caméra. Donc je me mets ici au milieu, je sélectionne ma cam 1 et dans mon render, voilà, imaginons, je zoome un peu comme ça. Et là, je refais une clé. Ça veut dire qu'il a enregistré la nouvelle position de ma caméra. Donc si je recule maintenant dans ma timeline, vous voyez que mon zoom est enregistré. OK? Et alors, je peux revenir à la fin. Et à la fin, pour avoir un loop parfait, je peux juste copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, la position de ma caméra du début. Et maintenant, j'ai juste une petite animation très très simple, voilà, de caméra qui zoom in et qui zoom out. Et ainsi de suite. Et ça boucle parfaitement. OK? Alors, là, voilà, très facilement, je viens de faire une animation caméra qui me permet de mieux voir mon objet et puis surtout d'un petit peu ajouter du dynamisme à ma scène. Ok. Il y a moyen de faire plein de types d'animations. Là, l'intérêt, c'est surtout de voir comment fonctionnent les clés, etc. Donc, les clés, vous avez bien compris, c'est le petit plus ici sur le transform. Et je mets une clé sur toutes les setups en même temps. Comme ça, je suis sûr que ma rotation et mon scale ne bougent pas non plus. J'aimerais bien que mon crâne tourne. Du coup, comme pour la caméra, je vais faire track, add actor to séquenceur, et là, je vais aller chercher mon skull cette fois, skull low. Et maintenant, vous voyez que en plus de la cam qui est ici au-dessus, j'ai une ligne pour mon skull low. Et mon skull low, j'ai aussi accès à son transform.
D'accord? J'ai accès à son transform parce qu'il est exposé. Mais si je clique sur le petit plus de track ici, je vais avoir accès à d'autres choses qui ont un rapport avec mon skull. Je peux même avoir accès à sa texture. Ok? Si dynamiquement, pour X ou Y raison, j'ai envie d'ajouter, par exemple, des choses dans le texturing ou modifier des choses en temps réel. Par exemple, là, ici, sur mon skull, je vais commencer par modifier le transform. Et ça va être facile, ça va être comme pour la caméra, sauf qu'on va s'occuper de la rotation et pas du translate. Ok? Donc, je peux remettre une clé sur tout en 0. Je vais à la moitié de ma timeline et à la moitié, je vais faire une rotation de 180 degrés sur mon crâne. Donc, mon crâne ici, je le prends et je fais hop. Voilà, 180. Comme ça, je sais qu'il est à la moitié. Et je remets une clé. Boum. Comme ça, je vois qu'il fait un demi-tour le temps que j'arrive. OK? Et là, quand je suis là, il revient et il refait tout le tour complet. D'accord? Et je peux remettre une clé. Maintenant, si je mets play, eh bien, le crâne fait tout un tour pendant que je boucle. Alors, ce qui pourrait être chouette, c'est que ce soit inversé. Donc, c'est-à-dire que quand je zoome, là maintenant, eh bien, je sois sur la face du crâne. OK? Comme ça, c'est un peu plus logique. Donc, je vais faire l'inverse. Quand je suis en zoom ici, on a la clé sur tout. Et quand je suis là, on est en 180. Voilà. Hop. Comme ça, maintenant, on est là. Et alors là, par contre, il repart dans l'autre sens. Du coup, on va supprimer la clé. Et ce qu'on va faire, c'est que, hop, il avance. Et quand je suis là, il continue son petit tour par là. Et on remet une clé. D'accord? Et là maintenant, eh bien, on voit bien le crâne quand on zoome. OK? Alors, si j'avais voulu accélérer ou ralentir la vitesse de mon crâne, eh bien, tout simplement, vu que c'est une timeline, je peux prendre l'animation que je viens de créer, c'est la petite barre qui est ici au-dessus, et la réduire. Et vous allez voir que du coup, il va tourner beaucoup plus vite. Hop, et voilà, là, il n'y a plus de clé, du coup, il ne sait pas quoi faire. Si maintenant j'ai envie de la rallonger, bah, c'est l'inverse. Je vais pouvoir, hop, la rallonger comme ceci, et beaucoup plus lentement, il va faire son tour. Ok? On voit que j'ai dépassé la fin de ma vidéo, donc forcément, il ne termine pas son tour avant que j'arrive à la fin. Ça va? Dans ce cas-ci, on est bien ici au milieu. D'accord? Et là, ça loupe, c'est parfait. Je peux même faire un petit GIF ou un reel sur ma page Insta pour vendre mon travail à qui le veut. D'accord? Alors, voilà pour des animations assez basiques de caméra et de skull. Honnêtement, si vous faites quelque chose dans ce genre-là, je n'en attends pas moins, pas plus. C'est très bien quelque chose comme ça, comme animation dans une reel. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que le fait que ce soit animé, comme j'ai dit, ça rajoute un peu de dynamisme, ça polish un petit peu tout votre travail. Et puis surtout, comme dit, on va un peu mieux voir tout le travail qu'il va y avoir sur votre texturing. Ok? Tout le travail qu'il va y avoir sur les réflexions, tout le travail qu'il va y avoir sur la metalness, sur la color. Alors que sur une image fixe, c'est fixe et puis voilà, il ne se passe plus rien. Ok? Là, vu que ça tourne et tout, on a les réflexions en temps réel qui vont venir un petit peu enjoliver votre travail. Donc maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir me questionner, ok, je vois mon objet dans la scène, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Clairement, je trouve qu'il y a un peu trop de réflexion sur le crâne, il est très fort, il n'y a pas beaucoup de détails de réflexion ici, ici devant, etc. On dirait un peu du plastique. Donc clairement, c'est quelque chose ça que je pourrais améliorer dans mon fichier substance. Peut-être qu'on pourrait un peu mieux voir l'arc-en-ciel aussi, qui se perd un petit peu finalement.
Et l'arc-en-ciel, ben, ça pourrait être marrant que je mette voilà, un petit peu d'émissif dessus. Ça pourrait venir justement un petit peu relever tout mon texturing et ajouter un petit côté un peu plus shiny dedans et peut-être un petit peu plus fun, histoire de ne pas faire peur à tous les Chinois qui viennent visiter l'école. Ok. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner dans Substance. Et dans Substance, je peux directement venir sur mon Skull. Alors là, c'est ce que j'ai fait tantôt sans faire exprès. Et on peut se charger directement que de l'arc-en-ciel. On va aller retrouver l'endroit où je l'ai fait. C'est celui-ci. Et là, bah, sur chacune des couleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi activer l'émissive. Ok. Donc on met émissive, 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 émissive et émissive. Et alors, vu qu'on a mis de l'émissive, bah, on va aller piquer à chaque fois la même color que la color de notre objet. D'accord? Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, j'émets la même couleur que la color que j'ai. Voilà. Et au moins maintenant, la lumière n'aura pas d'impact sur cette émissive. Je peux refaire un petit re-export. Et aussi, ce que je peux faire, c'est le faire sur mes masques qui sont au-dessus là. Ah non, c'est bon. On va laisser comme ça, c'est très bien. Je vais dans Export Texture et je n'ai qu'à re-exporter mes textures. Tout était déjà setup très bien. Et c'est ce que je vous expliquais tantôt. Maintenant, le pipeline va être très fluide puisque tout est fait partout. Donc, c'est-à-dire que là, les textures sont déjà dans le bon dossier. J'ai qu'à revenir directement dans une reel, aller dans mon browser, que j'ai réduit ici en dessous pour faire place au séquenceur, dans mes textures, toutes les sélectionner, faire clic droit, réimporte. Et là, boum, 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 il va tout réimporter. Et une fois que tout sera réimporté, eh bien, automatiquement, mon crâne sera mis à jour. Donc là, si je le fais tourner, oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon arc-en-ciel qui est visible. Ok? Donc, justement, c'est un peu ce que je vous disais. On va avoir vraiment une fluidité dans le travail qui va être plus simple à partir de ce moment-là et ce sera vraiment facile d'aller faire des retouches sur notre objet pour justement bonifier un petit peu tout le render. Je vais juste faire un petit arrangement, voilà. J'aimerais bien que ça zoome que jusque là. Ok, comme ça on n'est pas trop zoomé non plus. Il faudra que je règle encore la brillance, mais je m'en occuperai plus tard parce que d'abord j'aimerais vous montrer comment on peut modifier le petit arc-en-ciel ici et rendre ça un petit peu plus pimpé, un petit peu plus funky. Donc on va venir dans notre Material Editor et on va prendre le matériel de notre skull. Ok? Le matériel de notre skull, je vous rappelle, il était vraiment simplé. Maintenant on a l'émissif qui a de la donnée, donc ça c'est super. Mais cette émissif, ça serait bien si on pouvait un peu la booster pour lui donner un petit côté Sailor Moon à notre crâne. Du coup, on peut faire clic droit et on va un petit peu booster ça simplement en faisant un node multiply pour multiplier. Ok, on va multiplier notre image avec tout simplement une valeur. Comme ça, cette valeur, elle va booster notre image. D'accord? Donc, une valeur, c'est un constant. Voilà, un constant 1, par exemple, qu'on va convertir en paramètre. Donc, on peut directement l'appeler émissive puissance. OK. Et la multiplier avec l'image. D'accord? Et ça, alors, on le met dans l'émissive color. Je save et je vous montre. Voilà. Maintenant, on voit que c'est à 0. Pourquoi? Parce que si je prends mon matériel, émissive puissance est décoché et il est mis 0. Par contre, comme tout à l'heure pour la couleur de fond,
regardez ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dynamiquement, on va pouvoir choisir à quel point ça brille ou non. OK? Et du coup, bah, c'est génial parce que là, du coup, ça vient nous faire afficher cette fameuse aperture, là, le lens flare qu'on a mis tantôt et qu'on ne voyait pas parce que j'avais pas de lumière directe. Et ça vient un petit peu justement pimper notre histoire. On est clairement en discothèque avec ça, mais au moins, maintenant, vous voyez, dans l'image, il y a un petit truc. Et alors, ça pourrait même être chouette si on le faisait un petit peu clignoter comme ça. Ok, si ça fait ça, bah là, c'est super. On a carrément une animation de texture sur notre modèle. Et là, on est vraiment dans le futur pour notre render. En tout cas, dans le cadre du cours. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut faire clignoter ça? Eh bien, on va retourner dans notre matériel ici. Et on va encore faire un petit peu du travail avec nos amis. Forcément, faire clignoter, ça veut dire changer cette valeur-là. Ok? Jouer avec cette valeur-là. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est multiplier tout ça par une sinusoïde, puisqu'on fait aller-retour, par un multiply, ok, et par une valeur de clignotement, donc un constant encore. Ok. Et alors, ce constant de valeur de clignotement, il faut lui dire que c'est une constante de temps, donc on va rajouter un time. Ok. Donc, on explique, c'est du temps. Le temps, il faut lui donner une valeur. Donc on les multiplie ensemble. Voilà. Là, j'ai créé une horloge, en gros, dans ces deux petites notes-là. Ces deux petites notes-là, c'est une horloge pour la puissance qui est ici et qu'on va faire monter, descendre. Donc on va les multiplier ensemble. On va multiplier la puissance avec le temps. Comme ça, quand il est à 1 seconde, on a de la puissance. Quand il est à 2 secondes, on n'a plus de puissance. Et ainsi de suite. Et pour qu'il y ait justement cet ainsi de suite, donc c'est avant-arrière, on multiplie ça avec une sinusoïde. OK? Et seulement après, hop, on va dans l'emissive color. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que la value ici, on n'oublie pas de le convertir en paramètre. Et on va après ça, clignotement, ou en anglais, freckle. Comme ça, on save. Et maintenant, normalement, si je ne me suis pas trompé, eh bien, notre crâne, dans notre paramètre de scale instance, là, on va avoir un petit onglet, effectivement, freckle, donc clignotement. Et par exemple, si je le mets à 1 seconde, on va avoir, voilà, un petit truc trippy. Alors, par contre, c'est tout le temps allumé. Tiens, comment ça se fait? Et si je le mets à 0,1, c'est plus lent. Normal. Si je le mets à 10, ça clignote beaucoup. Alors, c'est pas mal, mais par contre, c'est pas vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais que ça s'allume et que ça s'éteigne. Du coup, peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que j'ai fait une erreur. On va revoir ça ensemble. Là, on fait ça. Là, on fait ça. Peut-être que la signe devrait être avant ici. Hop, comme ça. Et là, on multiplie. Puisque là, je multiplie tout en sinusoïde. Ça veut dire que la puissance aussi. Alors que moi, je veux juste que ce soit le temps qui soit aller-retour. Ça a l'air d'être plus correct. Juste ce qu'il y a, c'est qu'ici, on va mettre plus de puissance. Et on va le faire clignoter moins vite. 1 seconde. Voilà, c'est plus un truc comme ça que je voyais dans ma tête. D'accord? Donc, du coup, effectivement, maintenant, j'ai un petit truc qui clignote. Et je peux, c'est trop bien, choisir sa puissance. Donc, il va clignoter à fond. En mode guerrier intergalactique de l'arc-en-ciel, mes copains ont besoin d'aide. Attention, ok? Ça, c'est quand ils n'ont pas besoin de beaucoup d'aide. Ça, c'est quand ils ont besoin de beaucoup d'aide. Ok? Ou quand je sors et que j'ai pris de l'acide. Ou quand je suis en train de méditer à 0,2. Ok? À 0,2 et 10 de puissance. Voilà. Donc c'est trop bien parce que je peux aussi moduler le temps. Ok? Et c'est pour ça que j'aime bien venir dans une reel et finalement passer dans une reel avec vous.
De un, c'est parce que c'est ce qu'on utilise dans l'industrie. Sketchfab, c'est bien pour montrer ces trucs sur Internet, etc. Mais jamais vous allez arriver dans une boîte, on va vous dire, tiens, fais un travail pour Sketchfab. Non, on va souvent vous dire, tiens, fais un travail pour notre moteur custom, ou pour Unreal, ou pour Unity. Ce sera un des trois. OK? Moi, je préfère Unreal parce que je trouve qu'il est plus puissant, il y a plus d'outils et les rendus sont un peu plus réalistes que dans Unreal. Maintenant, les devs travaillent beaucoup dans Unity. Donc, voilà. Donc, les rendus sont plus puissants que dans Unity, je voulais dire. Alors, bien sûr, ben voilà, vous voyez la capacité intéressante qu'a le Material Editor. Okay, je ne vous demande pas forcément de faire ça, mais par contre, vous voyez que juste avec la compréhension de dire, OK, on peut multiplier des images avec des chiffres, eh ben, en réalité, on peut changer notre texturing rien qu'avec ça. Donc ça, c'est cool. Et alors ça, bien, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, je vais pouvoir, on va un petit peu calmer la bête, je vais pouvoir, dans mon Material Editor, effectivement, dans mon séquenceur, pardon, avoir accès, ben, ici, sur mon Skull, je peux faire track, mesh component, ok, et sur le mesh component, aller chercher l'élément 0 ou l'élément 1 qui font référence au matériel, ok. Donc ici, sur mon Skull Low, ça va être l'élément 0, ok. Donc je peux faire track élément 0. Et là, je vois dans l'élément 0 que je peux aller chercher les deux paramètres que j'ai mis en visible, ou l'émissive, ou le freckle. Et du coup, ça va me permettre d'animer pendant ma vidéo la puissance de mon émissive ou de mon clignotement. OK? Donc c'est ça qui est génial avec cet éditeur et cette timeline, c'est qu'en vrai, dans votre vidéo, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez tout le temps. Si même vous allez shooter leur deuxième partie de l'année avec moi, on va faire un perso en entier. J'aimerais bien que vous ayez une rencontrée des années et tout. Si vous avez 2 années, une année où il tourne sur lui-même et une année où il fait une fusion, eh bien vous allez pouvoir les mettre dans le séquenceur et dire ben, à 10 secondes, joue tel anime, à 5 secondes, joue tel anime. Ok? Donc ça, pour ça, c'est extraordinaire, d'accord? Il nous reste encore une ou deux petites choses à voir. Et la plus importante, c'est comment faire l'export. Puisque là, on a tout dans le jeu, mais on n'a pas encore l'export ou de notre vidéo ou de nos images. Ok? Donc, je vous montre comment faire ça. D'abord, la Skysphere, on n'en a pas besoin, on peut la delete pour de bon. La Skylight, pareil, je ne l'ai pas utilisée, finalement, je la delete. Donc finalement, là, dans ma scène, j'ai delete tout ce dont je n'avais plus besoin. OK? Au moins, comme ça, je suis sûr que tout est bien clean. Mon anime, elle loop, c'est exactement le loop que je voulais faire. Donc, je suis bon. OK? Mes petits bonhommes derrière, c'est plus ou moins ce que je veux aussi. Ça me va comme ça. Honnêtement, dans mon cas, j'aimerais bien un peu refaire l'éclairage. Mais là, pour l'exemple de la sortie de scène, etc., je vais le garder comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux en termes d'éclairage. Mais ce sera pour moi tout seul, chez moi, derrière mon bureau. Alors, ce qui nous intéresse, du coup, si on valide notre scène, c'est de pouvoir la sortir d'une reel. OK? Pour sortir juste une image, on peut simplement faire un screenshot. OK? Et un screenshot, on peut le faire via les trois petits points qui sont là. Et là, vous voyez High Resolution Screenshot. Vous ouvrez ça. Et hors de ça, vous allez pouvoir faire un double screenshot qui est, en fait, c'est pas un double screenshot, pardon, c'est doubler la taille de votre screenshot. Donc là, on est en 1920 x 1080. Je peux doubler pour faire un screenshot en HUD, ok, presque en 4K. Et là maintenant, si je fais une capture, il vient de faire un screenshot, il me le dit qu'il l'a mis dans Render. Et là, si je vais voir, eh bien, effectivement, j'ai un screenshot de ma scène. OK? Vous voyez qu'il l'a fait à mon positionnement de caméra par rapport à mon preview ici. Si par exemple, j'étais avec mon Cinematic Viewport et que je faisais un screenshot maintenant, ben, il va me le faire par rapport à cette caméra-ci. OK? Vous allez pouvoir vraiment documenter tout votre travail
avec les deux caméras et faire vraiment ce que vous voulez. Par exemple, je fais screenshot comme je vous ai montré, et là je peux en refaire un. High resolution screenshot, hop. Et là pareil, j'en refais un. Et maintenant, j'ai les deux. J'ai celui-ci de ma caméra de viewport et j'ai celui-là de ma caméra de render. Ok? Grâce à ça, je vais pouvoir vraiment sortir plein de types de screenshots différents. Ok? Donc, high resolution screenshot en double, comme ça on a une bonne res. Faites attention que pour la remise, je demande du 1920 x 1080. Donc, si vous le doublez, c'est bien parce que vous allez avoir un screenshot de haute qualité et avec une bonne résolution. Là, on peut voir dans détail que mon screenshot fait 2000 x 1128. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est 1920 x 1080. Ok. Donc, il est un peu trop grand, mon screenshot là. Donc, il faudrait que j'aille le resize dans Photoshop pour la remise. Et ensuite, pour les vidéos, la vidéo, ça va être pareil. Sauf qu'on va passer directement par le séquenceur. Et vous voyez, quand je clique là, je peux choisir Movie Render Queue. Et alors, si je clique sur mon petit clapet de film ici, je vais avoir accès à plein de types de render. Donc là, j'ai déjà mon render turnaround. Je n'ai pas besoin de le dupliquer. Mais par contre, je peux cliquer dessus et aller justement choisir de l'afficher ou non. Et ces settings, ok? Je peux les éditer, les settings. Donc vous voyez que si je clique sur Edit, je fais Settings plus, et là je peux aller choper, voilà, anti-aliasing. Je peux mettre un anti-aliasing sur ma vidéo. Voilà, par exemple x2. Alors ça va plutôt être x8. x8 ou 64, voilà. Voilà, ok. Donc il faut que ce soit toujours des multiples comme ça. Je vais pouvoir aussi aller choper le pass tracer, on ne l'utilise pas, donc on s'en fout. High resolution, ça peut être utile, mais c'est pas vraiment indispensable. Ok. Le plus indispensable, ça va être de choper un anti-aliasing sur notre vidéo, si on veut. D'accord. Donc le TSR est bien. Et le FXAA est bien aussi. D'accord. J'accepte. Et là, j'ai les setups que moi-même j'ai fait. OK. Alors, si je clique sur Render, vous voyez que là, voilà, boum, c'est parti. Il va faire mon render de ma scène. Il va calculer chacune des frames. Et il va exporter ça dans le fichier de render d'Unreal. OK. Donc là, forcément, si j'attends avec vous, ça va nous prendre un petit moment, puisqu'il est en train d'appliquer l'anti-aliasing sur tout, etc. Donc je ne pense pas qu'on va attendre qu'il fasse tout le setup. Parce que j'aimerais vous montrer une autre manière aussi de faire le rendu. Donc bref, on a compris. OK. J'aurais dû peut-être save avant. OK. Donc, vous voyez que l'output directory est directement ici dans les settings, bien sûr. Hein. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas setup là. Mais il est directement visible ici avec la résolution
et les frames par seconde. Donc ça, c'est une manière de rendre. Une autre manière de rendre, c'est d'utiliser le Movie Scene Capture en mode Legacy. Ok. Et là, vous allez voir que c'est différent. On va pouvoir sélectionner l'export. Normalement, en AVI, ça ne devrait pas fonctionner sur votre ordi. Ou même en Move, on peut vite faire un test. Mais à moins que votre ordi ait déjà les codecs, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pas grave, c'est normal. Voilà, hop, Open Scene Capture. Bah, dans ce cas-ci, cet ordi-ci les avait déjà apparemment. Et vous voyez que du coup, c'est beaucoup plus rapide que de l'autre côté, puisqu'il n'y a aucun filtre d'anti-aliasing, il n'y a rien du tout. Et on a notre vidéo. Ok. Alors, si ça ne va pas chez vous, ce qui est probable, vous pouvez tout simplement faire une image séquence en PNG ou en JPEG. Et du coup, vous allez avoir une séquence d'images de 150 images que vous montez après dans Adobe Premiere. Ok. Moi, j'ai tendance à ne pas passer par les codecs intégrés, AVI, etc. et exporter des images, même si ça paraît plus pénible. Parce qu'en fait, les codecs AVI sont bien, mais ils posent une compression qui est propre à eux, sur laquelle vous n'avez aucune interférence. Alors que si vous faites une suite d'images de 150 images, par exemple, vous allez avoir l'image pure. Et dans Adobe Premiere, quand vous allez faire votre séquence, les algos de compression d'Adobe Premiere en H264 par exemple vont être de bien meilleure qualité et du coup votre image finale et votre vidéo finale sera de bien meilleure qualité si vous faites comme ça par image. Ok. Maintenant voilà, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Donc si jamais on fait ça en AVI ou en PNG, dans tous les cas vous pouvez changer la taille de votre résolution. Le nombre de frames en 24 frames par seconde, c'est très bien, en mode film. Ok. Burn-in option, ça va être toutes les options pour avoir des... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais on s'en fout, on n'en a pas besoin. Enable Texture Streaming, vous n'en avez pas besoin non plus pour une petite scène aussi simple que celle-ci. Output Directory, c'est l'endroit où il va save nos vidéos. Game Mode Override, pareil, on n'a besoin de rien là-dedans. Et Cinématique, normalement, ces deux trucs-là seront déjà cochés. Vous pouvez les garder cochés. OK. Donc, en image, ça se passe comme ça. Vous allez voir. Hop. Là, il capture toutes les frames, une à une. Boum. Et dans mon fichier, maintenant, j'ai toutes les frames de ma scène. Voilà. OK. Que je vais pouvoir aller assembler dans Premiere ou dans le programme que j'aime bien pour faire la vidéo. D'accord? Et là, cette vidéo, après, je l'exporte de Premiere et je l'ai pour faire mon travail. Alors, honnêtement, je n'ai pas de problème avec le fait que vous utilisiez directement le système de vidéo directement intégré en AVI. Ok. Essayez justement de l'exporter en image, mais si c'est trop galère, utilisez le truc AVI, il n'y a pas de souci. Mais déjà là, vous voyez la différence. En AVI, je n'ai même pas les mêmes contrastes sur ma vidéo que sur mes images. Ok. Les images, là, je suis en train de les supprimer, donc je ne sais pas vous les remontrer. Mais vous voyez qu'on est beaucoup moins contrasté que sur la vidéo. La vidéo est plutôt sombre ici et bouchée. Elle n'est pas du tout comme sur mon render finalement. Ok. Donc du coup, pour cette étape dans une reel, c'est un petit peu ce que j'attends de vous.
c'est-à-dire la vidéo, screenshot face profil dos. Ok, donc face, profil et dos. Moi là, j'ai fait un fond avec ma Cousteau, etc. Vous arrangez ça comme vous voulez. Tant que la Cousteau et le crâne sont display, je suis content. Ok. Ce que je veux pas, c'est ou juste le crâne ou juste la Cousteau. Il faut que les deux soient ensemble. Si le crâne et la Cousteau forment qu'un seul objet, tant mieux. Si c'est deux objets séparés comme moi, eh bien pareil, vous essayez de les avoir tous les deux dans la même vidéo. Ok. La vidéo, bah, elle doit faire max 10 secondes. Ça sert à rien de faire un turnaround d'une heure. Et la résolution 1920 x 1080. Tout ça, ce sera modifié dans le briefing. Normalement, c'est déjà les mêmes tailles de résolution, etc. C'est juste que ce n'était pas une vidéo, mais c'était un lien vers Sketchfab. Ok. C'est plus constructif pour vous d'apprendre à faire ça dans une reel que dans Sketchfab. Ouais. Non. Il n'y a plus Sketchfab, il n'y a qu'une reel du coup. Ok. Alors, la petite scène, une reel et le render, je ne vais pas vous demander de me la mettre. D'accord, parce que sinon le fichier va vraiment être très lourd pour pas grand chose. Juste, bah, gardez-la parce que vous allez voir que ça vous fera plaisir dans 1 ou 2 ans de retourner voir dedans comment ça se passe. Ok. Pardon? J'ai dit vidéo screenshot. Donc il y aura face profil dos en screenshot et une vidéo de 10 secondes maximum. Et puis en plus, il faut rendre fichier ZBrush, fichier Maya. Ça va? Et voilà, c'est à peu près tout pour l'explication, pour l'export. Ok?